Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Terre de Splendeur. Aujourd'hui, nous avons décidé de vous faire découvrir la ville impériale de Meknès. Ici et dans la région, on a rencontré des tonnes de passionnés. Donc des passionnés d'histoire tout d'abord, parce que la ville de Meknès fut capitale impériale. Donc là, nous allons rencontrer un historien qui va nous parler de tout ça. Mais aussi parce que cette ville a un gros patrimoine assez vieux qui date des Romains, avec le site qui est classé patrimoine mondial de l'UNESCO de Volubilis. Et ensuite, on partira avec une passionnée de chevaux arabes bardes, donc avec Rena, qui est installée ici depuis des années et des années. Et donc, il va nous faire découvrir à la fois ses chevaux et la belle région de Volubilis. Et enfin, nous allons aller faire un petit tour vers Ifrane. Donc Ifrane, qui est une ville qui est magnifique, en altitude, située dans le Moyen Atlas, qui est aussi dans les alentours de Meknès. Là-bas, nous allons découvrir la magnifique forêt de cèdres et les macaques qui sont vraiment originaires de la région et qui sont endémiques à cette région du Maroc. On y va ? Une période historique que Chloé va revivre pour nous en remontant à travers les siècles pour nous aider à comprendre ce qui caractérise les différentes époques de Meknès et sa région. Nous voici à Meknès. Cette ville a été fondée au XIe siècle par les Almoravides, mais en fait c'est l'arrivée au pouvoir de Moulay Ismail au XVIIe qui a embelli complètement la ville et qui l'a créée et qui l'a façonnée comme une capitale impériale. Donc nous aujourd'hui, on a décidé de vous donner rendez-vous sous la porte Bab el-Mansour. Cette porte s'appelle Bab el-Mansour parce qu'en réalité elle a été édifiée par un renégat portugais, donc il l'a construit comme ça. D'où son nom de la porte Mansour. Donc cette porte est connue comme étant l'une des plus belles du Maroc. C'est une des 9 ouvertures en fait qui permettent de rentrer dans la Médina et dans la Casbah. Donc cette porte est monumentale comme vous pouvez le voir et elle se finit par une grande ouverture. Nous avons rendez-vous avec Si Mohamed. Bonjour Si Mohamed, ça va? Et Coco. Donc dans la calèche numéro 28, on va faire un petit tour de la ville avec lui. Yallah. Un des points de départ possibles de votre visite de la ville est la place Ladim. Elle est située entre la Médina et la Casbah. Cette grande place est en fait l'ancienne Casbah mérénide qu'a rasé Moulay Ismail pour bâtir sa nouvelle ville. Il est à noter qu'à l'angle gauche de la place, vous trouverez le marché couvert. Nous vous invitons à vous y rendre afin de vous ravitailler en pâtisserie marocaine, olives ou épices en tout genre. Juste derrière la porte Bab el-Mansour se trouve le pavillon des ambassadeurs. Il a été construit par Moulay Ismail pour y recevoir, comme son nom l'indique, les ambassadeurs et émissaires étrangers venus lui rendre visite. Jouxtant Darelma, ou Maison de l'eau, vous trouverez Riswani, qui est considérée aujourd'hui comme l'une des plus belles réalisations du sultan. Donc nous nous trouvons à Riswani ici. En fait, c'était les greniers et les écuries de Moulay Ismail. Il se trouve qu'en fait, ici, il pouvait contenir plus de 12 000 chevaux. Les greniers ont été conçus vraiment avec beaucoup d'ingéniosité. Il se trouve que les murs font entre 4 et 7 mètres d'épaisseur. Il a construit au sol des canalisations où passait de l'eau et il y avait des toutes petites fenêtres. Tout ça permettait en fait de garder les denrées alimentaires au mieux pour pouvoir alimenter la ville pendant plus de 20 ans. Bon, il se trouve qu'en fait pendant son règne, Moulay Ismail a été assiégé plusieurs fois mais ça n'a jamais duré plus d'une semaine. Destiné à assurer les besoins en eau de sa ville, Moulay Ismail avait pensé à tout et en fait il a fait construire ces bassins artificiels qui font plus de 4 hectares. Donc comme vous pouvez le voir, cette ville est en transformation constante. Là, ils sont en train de restaurer les anciens aqueducs. En fait, il y avait un réseau de plus de 15 km, donc qui partait des bassins qu'on a vus tout à l'heure et qui allait sur toute la ville, qui donnait de l'eau à tous les habitants de la ville. Là, donc, nous longeons les remparts et en fait, il se trouve que de l'autre côté de ce grand rempart, il y a un 9 trous, un golf. Donc si vous voulez venir golfer ici, c'est une super idée. C'est vraiment un oasis de verdure dans la Médina. Lors de vos balades dans les souks, je vous invite à aller à la rencontre des artisans meknessis. Ils sont experts du damasquinage.
Cette pratique consiste à incruster un filet d'argent, d'or ou d'étain sur une surface métallique, notamment des vases ou des bijoux, afin d'y créer un dessin. Donc on vous a fait un bref aperçu de ce qu'on peut voir dans Meknès. La ville recèle vraiment de trésors, il y a beaucoup de choses à voir, des médersas, des mosquées, des musées. Donc moi je vous invite vraiment à venir dans cette ville, à venir visiter, à prendre le temps. Pour planifier un voyage, je pense que vous avez au moins de quoi faire pour 3 ou 4 jours ici sur place, plus la région bien évidemment qu'on va vous présenter, mais vraiment venez visiter. Escale de charme. Escapade nature. Au cœur du Moyen Atlas. 86 km qui relient Meknès, Hajb, au parc national d'Ifrane. Province de la Cédrée, riche par ses forêts, ses lacs, ses paysages paisibles et ses endroits paradisiaques, dans un environnement propice pour les sports, les loisirs, la thérapie et l'écotourisme. Donc nous voici à l'écomusée du parc national d'Ifrane où j'ai rendez-vous avec Rachid. Bonjour Rachid. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, soyez les bienvenus. Merci beaucoup. Pourquoi cet écomusée? Donc là, l'écomusée, c'est pour la découverte de la région, parce que les riches en biodiversité, faunistique et floristique. Et aussi, c'est l'existence des lacs, des rivières, donc c'est un château d'eau. En arrivant ici, on ne peut que tomber sur cette coupe de cèdre. Vous pouvez nous expliquer un peu? C'est un tronc de cèdre, Oui. donc, utilisé surtout pour les petits-enfants, pour faire la découverte de l'âge de cèdre. Combien il a, ce cèdre à peu près? Environ 500 à 600 ans. Donc là, on montre les cernes, la croissance annuelle. Oui. Donc lorsqu'on a entre les cernes qui sont rétrécissées, on dit qu'il y a une crise de précipitation. D'accord, donc en fait, il y a un vrai indicateur au niveau des tombées de pluie et par rapport à la croissance de l'arbre. Donc ce bois, il est caractérisé aussi par son odeur. Oui, on adore. Agréable. Ça sert beaucoup dans l'artisanat pour faire des sculptures, des boîtes. Oui, pour la préparation des différents objets. Oui, tout à fait. Et aussi donc, pour avoir ce qu'on appelle de l'huile essentielle à partir de sa sueur. Et le plus vieux cèdre du parc, il a quel âge à peu près, vous savez? Ce n'est pas le vieux cèdre, mais c'est un cèdre qui a une historique importante, oui. Donc, culturelle. C'est le cèdre gourou, qui peut atteindre environ 850 ans. Le parc national d'Ifrane a été créé en 2004, oui. Donc, sur une superficie de 125 000 hectares. D'accord. Avec les cèdres notamment? Oui, parce que le cèdre, ça représente une espèce emblématique. Et j'ai entendu dire qu'ici au Maroc, il y avait la plus grosse forêt de cèdre au monde, c'est vrai? C'est ça, c'est vrai. Donc, et elle est ici? Surtout le cèdre, lorsqu'on parle de cèdre, c'est le cèdre d'Atlas, parce qu'il y a 4 espèces de cèdre. Et on parle de cèdre de l'Atlas. Au Moyen Atlas central, l'existence du parc national d'Ifrane, donc elle représente le 1/3 de la superficie nationale et le 1/4 de la superficie mondiale. D'accord. Et au niveau animaux, là, vous avez quoi au niveau endémique? On a plusieurs animaux. Donc, comme vous voyez là, c'est les mammifères qui représentent presque 33% des mammifères observés. D'accord. Dont on a identifié le singe magot comme espèce. Il y en a beaucoup? Oui, il y en a beaucoup comme espèce emblématique du nord d'Afrique. Donc c'est une espèce qui vit dans l'écosystème. Et un des symboles d'Ifrane, c'est le lion. Il y avait des lions ici avant? Il y en avait, mais malheureusement, il a disparu dans les environs de 1932. Ah, donc c'est assez récent quand même. Donc en fait, ici, dans ce parc, il y a aussi des zones humides qui sont assez bien représentées. Cette salle, ça représente les zones humides parce que le parc national d'Ifrane, c'est un château d'eau pour le Maroc. Elle contribue presque de 40% des eaux mobilisables
à l'échelle nationale. Là, on présente pour les petits-enfants la chaîne alimentaire, le rôle écologique que peut jouer un lac. Il y a beaucoup de lacs ici, dans le parc? Oui, il y en a presque 6 lacs d'importance internationale, dont 2 sont classés site Ramsar. On a Glimam Afnourir, c'est le lac Afnourir qui a été classé en 1980. Et on a le lac Tifounassin qui a été classé site Ramsar en 2007. Et ce label, si je ne me trompe pas, c'est par rapport aux oiseaux migrateurs, non? Oui, surtout, il y a des critères de classement. Parmi ces critères, on introduit la notion des oiseaux migrateurs. D'accord. Donc moi, en tant que touriste, si je viens visiter la région d'Ifrane et que je veux voir des oiseaux... Selon les saisons, vous pouvez voir différents oiseaux. Et d'ailleurs, on a dans le lac Afnourir un observatoire d'oiseaux. On a différents types d'oiseaux, surtout les canards, les canards colverts, souchets, la tadone kazaka. Donc plusieurs. Il y en a vraiment énormément qui passent par ici. Espèces, oui, caractéristiques de ces lacs et caractéristiques des oiseaux migrateurs. Donc nous sommes sous les oliviers, en compagnie de Rena, du club d'équitation Farah. Donc on a passé la matinée ensemble, on s'est régalé, tout simplement. Ah oui. Paysage magnifique. Avec le plus ou moins beau temps, on avait pas Mais il la a pluie, fait beau. au moins, oui. Pas de pluie, Oui. du blé partout, des fleurs. Les fleurs, en ce moment, c'est impeccable. Rena, est-ce que tu peux nous parler un peu de ces chevaux là? Il y a le cheval barbe qui est d'origine dans le Maroc ou bien les pays maghrébins. Et puis le cheval arabe qui est venu de l'Orient, de l'Arabie Saoudite. Et puis ça donnait ici le mélange de l'arabe barbe qui est vraiment formidable. C'est un cheval vraiment marocain. Ah oui. D'accord. Oui. Pareil, c'est régulé par les haras, c'est régulé, c'est vraiment une race. C'est une race officielle. D'accord. Oui, et puis on peut faire tout avec ce cheval. Il fait le saut d'obstacle, il peut faire le dressage, il peut faire l'endurance, il fait les randonnées. Ah, on a vu qu'en randonnée, là, il se débrouille. Super, Très il bien. peut faire tout. Et les envahisseurs s'en sont beaucoup servis justement parce que c'est des chevaux qui sont dociles, Oui. ils sont très Oui, endurants. Ils sont endurants. Et d'ailleurs, on s'en sert actuellement aujourd'hui dans les Fantasias. C'est ces Oui. chevaux-là. Oui, oui, c'est les chevaux-là, mais peut-être c'est des chevaux aussi qui sont une plus ou moins plus grande partie du barbe, D'accord, ok. je pourrais dire. Donc ils sont plus barbe qu'arabe barbe. Oui, D'accord, Bah, très bien. peut-être, oui. Peut-être. Ils sont un petit peu plus forts, plus costauds, et puis... Les barbes sont plus forts, plus costauds que les arabes barbes. Que les Arabes portent le barbe. Parce oui. que eux, ils Oui. ont pris aussi de l'arabe, donc avec leur finesse de tête. Oui. D'accord. Mais C'est ça. ils gardent l'endurance. Pour l'endurance, je pense là, l'arabe barbe, elle est meilleure que le barbe. Il est meilleur. Oui. D'ailleurs, toi, tu fais des courses d'endurance. Oui, je fais les courses Tu d'endurance. peux nous parler un peu de l'endurance? C'est quoi cette discipline équestre? Alors l'endurance, c'est une course sur longue distance. D'accord. Mais ce n'est pas une rapidité à la fin, si on veut. Alors on commence avec 40 km, on doit qualifier le cheval et le cavalier aussi. On continue 60 km, 90 km et on pourrait y aller jusqu'à 120 km. Toujours avec le même cheval et le même cavalier. Un seul cheval, le même couple. D'accord. Donc là, en fait, toi, ce que tu proposes, donc nous, ce matin, on s'est promené avec un groupe, Oui. donc un groupe d'étrangers. Hein. Il y avait des Suisses. Il y a Des Anglais des Suisses, des Allemands, des Anglais et de la Nouvelle-Zélande. D'accord, donc Oui, du ça, monde alors d'un c'est peu très- partout. Oui, Donc très eux, ils particulier. partent sur une randonnée de 6 jours, c'est ça? Oui. Et le but, c'est de rallier quoi? On les fait visiter Volubilis, Moulay Idriss, après on aurait Fès et puis Meknes. Ça et fait Rabat. un beau tour de la Oui. région, là. Mais oui. Donc là, c'est une rando de 6 jours. T'en fais des plus courtes?
Des plus courtes, on fait juste occasionnellement, mais on fait des plus longues. Des plus longues? Oui. Combien de temps? Alors, on fait des randonnées de 2 semaines et de même un mois. Un mois? Tu vas jusqu'où c'est en un la mois? traversée du Maroc qui commence à Merzouga, qui finit à la plage Blanche. Alors, c'est le sud du Maroc, mais de l'est à l'ouest. D'accord, donc si les personnes qui regardent Terre de Splendeur veulent te retrouver, ils peuvent aller sur le site, ton site à toi. Ils peuvent aller sur le site ou bien ils trouvent les agences dans leur pays, en Allemagne, en Angleterre, partout. Ok, super. On va où je veux? Bien, d'accord. C'est parti. So Angela, tell me a little bit about your day. What do you do? Oh, we had such a fabulous day. In the morning we did this ride from Meknes. Yeah, it was amazing there. The town's quite interesting, and then you walk through lots of villages. But as the day went on, you've got more open countryside, and because it's rained recently, lots of flowers were there. Yeah, it's so beautiful. Yeah. The valleys, the scenery was wonderful, and the horses went so fast. I loved it. I loved it. He It was good. Yeah. Yeah. So you like this horse and this country and this landscape and yeah. And at the end of the day, you went to Volubilis? Volubilis, I thought I was tired, maybe I won't go. But it's really worth it. I had no idea how extensive it was. Yeah, it's so totally much to crazy. see. Very impressive. Yeah. It could do with some more interpretation so you could understand better the history of it. Yeah, and this part of Morocco, it's plenty of history. Yeah. So you can visit. Wonderful. And after you went to visit Fez, yeah? You will go? Fez is towards the end of the week, I think. It will be amazing too. It's my first time in Morocco. I've got so much to see. Ok, il est temps pour moi de repartir. Demain, rendez-vous à Volubilis dès le matin avec un historien et un conservateur du site pour visiter donc tout cet ensemble que eux ont vu ce soir et que nous on aura le plaisir de visiter demain matin. C'est parti! Bonjour. Bonjour Chloé, comment allez-vous? Très très bien, et vous-même? Bienvenue à Volubilis. Merci beaucoup. Bienvenue. Donc nous sommes sur le site de Volubilis en compagnie de Monsieur Hadki qui est conservateur du site. Donc pourquoi nous avons donné rendez-vous ici? Alors, pour la simple raison que nous sommes là au centre de la ville antique de Volubilis. C'est à côté de l'Arc de Triomphe, le monument emblématique de la ville, et en plus à la croisée des deux voies principales, le Decimanus Maximus et le Cardo Maximus. D'accord. Cette arche, elle a une histoire? Elle a été construite quand? Oui, ça a été construit en 217 par les habitants de Volubilis et ça a été dédié à l'empereur Caracalla et sa mère Iulia Domna. Et l'inscription qu'on voit en haut raconte en plus que cet arc était surmonté par un char tiré par 6 chevaux. D'accord. Ouais. Et quand on l'a retrouvé, cet arc, il était comment? Il était sur pied? Il était... Non, pas du tout. Il a été redécouvert quand? Pas du tout. Alors, ça a été entièrement démoli, donc seuls quelques mètres étaient visibles. Et après, on l'a restauré. La restauration a été faite en 1934. D'accord. Le site de Volubilis est riche en monuments. Il se compose notamment d'un forum, d'une basilique, d'un capitole, de maisons parées de sublimes mosaïques, ainsi que de remarquables huileries.
Donc là, on arrive vers où? Alors là, c'est la basilique, c'est le centre politique de la ville, c'est le tribunal de Volubilis aussi. Et ça a été construit juste en face du forum, la place principale de Volubilis. D'ailleurs, cet ensemble a été doté de 2 portes principales, une ici et l'autre là-bas, ce qui veut dire que ça a été fermé pendant un moment donné de la journée, probablement la nuit. On arrive sur le Capitole. Exactement, le Capitole, c'est le principal temple romain de la ville. Le Capitole par référence à la triade capitoline Jupiter, Junon, Minerve. Le forum, la basilique et le Capitole sont datés du début du IIIe siècle. Le forum était alors un lieu d'échange, centre de la vie publique et administrative. La basilique, tant qu'à elle, était le lieu de réunion du conseil municipal, aussi appelé curie, mais servait également de tribunal. Enfin, le Capitole servait de lieu de culte, honorant Jupiter, Junon et Minerve. Là, c'est la reconstitution d'une huilerie, c'est ça? Oui, effectivement, on a restitué une huilerie parce qu'on en a quand même beaucoup, plus de 57 huileries découvertes jusqu'à maintenant sur le site. Donc il fallait bien restituer quand même l'une d'elles pour montrer aux visiteurs l'intérêt des huileries, pas uniquement à Volubilis, mais dans toute la région d'Ozagon. La maison d'Orphée est l'un des trésors du site de Volubilis. Située dans le quartier sud, elle s'étend sur plus de 1000 m². Aujourd'hui, on peut y observer le bassin carré de la Grande Cour, où se trouve une mosaïque composée d'animaux marins, dont des dauphins, des seiches ou des tritons. Ce qui est aussi important par rapport à cette mosaïque, c'est qu'il nous raconte la vie des animaux qui étaient là jadis, il y a plus de 2000 ans. On reconnaît qui là-dessus? Des éléphants? Exactement, vas-y. Le lion? Il doit y avoir un lion quelque part. Oui, il y a une lionne. Il y a une lionne là, bien sûr. Quoi d'autre? Il y a quoi là-bas en bas? Un cerf? Effectivement, un cerf, et puis, comme vous pouvez le constater, un cheval. Un cheval barde? Un cheval local en tout cas. Des singes. Ah oui, les magots. Des magots? Un hippopotame aussi. Un tigre. Il y avait des hippopotames ici? Oui, il y en avait. Donc ça donne une idée quand même sur la nature de la région à l'époque, les structures archéologiques qu'on voit avec. On va au musée là-bas? Donc là, on se situe où? Alors là, c'est la salle d'approfondissement du centre d'interprétation de Volubilis. D'accord. Et là, ce sont plusieurs thématiques qui sont développées là, ici. C'est, par exemple, dans cette partie-là, on parle des premières entreprises de fouilles archéologiques et de restauration que le site a connues. Donc ça remonte à quand? Alors, les premières fouilles, ça remonte à 1915. Oui. Et là, on peut voir l'état du site avant le début des fouilles. Oula, d'accord. L'Arc de Triomphe qu'on a vu tout à l'heure, on s'est retrouvés. Voilà, c'était un champ de ruines, tout simplement, à l'instar du reste du site, puisque à cette époque-là, seuls 3 monuments étaient visibles en partie. L'Arc de Triomphe, la porte de Tanger, qui se situe vers le nord-est de la ville, et puis une partie de la basilique. Qu'on a vu aussi tout à l'heure. Voilà, tout le reste était sous les décombres. Donc avec les fouilles, donc, la ville commence à apparaître petit à petit jusqu'à avoir la forme actuelle. Il y avait des plans, il y avait des... Ça a été restitué grâce aux photos, ou bien au dessin plutôt, d'un certain Windus, qui est un membre d'une ambassade britannique qui venait à l'époque pour rendre visite à Moulay Ismail à Meknès. Et sur le chemin, comme par hasard, voilà, nous avons sur les dessins là-bas les représentations. Ah, c'est ses dessins à lui? Voilà, ces dessins à lui, c'est Windus, donc 1721. Et vous les avez retrouvés où, ces trucs? Alors normalement, ils sont publiés maintenant, donc, et puis on peut le retrouver facilement. Et ça, c'est très important parce qu'on a la forme de l'Arc de Triomphe. Ici, on a la forme de la basilique, et puis nous avons ici, au fond, la porte de Tanger. Par contre, on voit que c'était déjà en partie détruit, hein, parce que là, il a dessiné des briques. Ah bien sûr, déjà, parce que ça remonte quand même à 217. Et puis, entre-temps, déjà, lui, il a visité le site en 1721, parce qu'après, il y a eu le tremblement de terre de Lisbonne. D'accord, qui a fini de tout détruire. Et du coup, on retombe sur les photos de là-bas. Exactement. Et donc tout ça, là, ça a été retrouvé par la suite, en fait. Là, ce sont des éléments, donc certains éléments de l'Arc de Triomphe, et on en a encore sur place. D'accord. Donc, ils se sont quand même servis de certaines pièces pour restituer l'arc.
Bien sûr, Pas tout, mais un peu. Pas tout, mais de toute façon, c'est reconnaissable. Et là, c'est la restitution, donc normalement, de l'arc. Donc c'est comme ça qu'il devrait être. D'accord. Et surtout l'inscription qui est assez intéressante parce qu'en fait, ça date la construction de 217 et ça a été dédié à l'empereur Caracalla et sa mère Iulia Dumna. Et ça a été fait par les citoyens de Volubilis. Donc. Il y avait combien d'hectares là au niveau de la ville à cette époque-là? Alors à l'époque, c'était 42 hectares. Là, sur cette photo? Effectivement, et ça, c'est l'emprise romaine, quoi. C'est la partie romaine. Et ça montre clairement l'enceinte qui entourait la ville avec les 7 portes, les 7 grandes portes. Et aussi, on a les principaux quartiers. Donc, le principal quartier riche, c'est le quartier nord-est qu'on peut voir là. Ah, on voit bien cette allée centrale dont on a parlé tout à l'heure. Effectivement, le Decimanus Maximus, et l'arc de triomphe, effectivement. Et là, au fond, nous avons la basilique, le Capitole, dans ce quartier-là, à côté du forum, qui est au centre de la ville. Alors là, c'est exceptionnel. C'est le seul monument qui a été édifié à l'extrémité, quoi. Et c'est un temple qui s'appelle le temple B. Ça a été édifié déjà à l'époque mauritanienne, donc avant les Romains, mais ça a continué d'exister jusqu'à l'époque romaine. D'accord. Comme quoi, c'était vraiment un temple emblématique de la ville et important. Donc là, on arrive sur des sculptures? Ouais, effectivement, ce sont des chefs-d'œuvre de l'Antiquité romaine trouvés à Volubilis. La déesse Vénus avec Eros juste à côté. Et puis là, son fils Eros, encore une fois, adossé sur peut-être un félin ou bien un chien. Et là, la Bacchante, qui fait partie du cortège de Dionysos. Je suppose que vous en avez trouvé beaucoup des comme ça? Il y en a beaucoup et la plupart sont conservés actuellement dans le musée de Rabat, le musée de l'histoire et des civilisations. Les plus fameuses sont la tête de Juba II, Catan, et puis il y a les Fèbes. Là, c'est les plus anciens hammams ou thermes, pas uniquement au Maroc, mais en Afrique du Nord de l'époque islamique. Ça date de quand? Ça date de l'époque idrisside, c'est la fin du 8e siècle. Donc il y a eu Volubilis avant Rome? Ah oui, avant Rome, si vous voulez, l'époque mauritanienne. Alors par rapport au nom que les habitants du Maroc avaient à l'époque, les Maures, et donc automatiquement on parle de l'époque mauritanienne. C'est une époque très importante de l'histoire du Maroc parce que la fondation de la plupart des villes qui ont été bien sûr à l'époque romaine développées, romanisées, c'était fait à cette époque-là, à l'époque mauritanienne. Et Volubilis n'échappe pas à la règle. Donc Volubilis existait déjà à cette époque-là, il a été construit. Ils sont juste arrivés et ils ont fait grossir. Voilà. Donc là, on se trouve où? Alors là, c'est l'espace thématique du centre d'interprétation. Quand on parle des thématiques, c'est forcément la mosaïque. Ah, et celle-là est très connue. Ah, c'est la principale attraction des visiteurs de Volubilis. Oui, ça c'est Méduse, la Médusa avec la chevelure serpentée, les serpents, donc, et les yeux surtout, qui, selon la mythologie grecque, ont le pouvoir de pétrifier les gens. Donc ne regarde pas longtemps sur eux. Jamais dans les yeux. Jamais. Donc en fait, comme j'ai bien compris, au niveau de cette ville de Volubilis, il y a eu beaucoup de croisements de cultures, beaucoup de croisements de religions, tout le monde travaillait ensemble. Et c'est l'un des critères qui a poussé l'UNESCO à la classer patrimoine mondial, parce que ça reflète vraiment ce brassage ethnique entre civilisations, entre cultures, entre religions. Là, par exemple, nous avons ce dieu, qui s'appelle Ouloussoua, qui est un dieu local, donc de la civilisation mauritanienne, mais qui a continué d'exister jusqu'à l'époque romaine. D'ailleurs, on a écrit son nom en latin. Donc, ça montre que la romanisation, c'est pas vraiment... ça n'a pas cassé les rites et cassé le... Faire abstraction de ce qui existe, mais c'est la continuation, c'est le prolongement en fait de la civilisation. Ils ont magnifié ça. Effectivement. Et on n'a pas que du local, du mauritanien, on a également du égyptien. Tiens, Anubis par exemple. Qu'est-ce qu'il fait là? Bah voilà, c'est en fait ces croyances qui viennent de toute la Méditerranée. On a également des tombes donc, de gens qui ont été inhumés selon la tradition chrétienne. On a également des inscriptions hébraïques qui montrent l'existence d'une synagogue sur place. Donc en fait,
c'est le symbole du Maroc, toi. Tout à fait, mais encore de nos jours. C'est ce pays chaleureux, accueillant, qui voit fondre sur ces terres ces civilisations, ces cultures, ces religions. Et ça fait la force de la culture de civilisation marocaine. Parce que c'est comme ça, en fait, que la civilisation se construit petit à petit. Merci de nous avoir reçus. C'est un grand plaisir. C'est un grand plaisir de vous voir. C'était vraiment magnifique. Merci encore. Bienvenue. C'est dans ce site antique de Volubilis que s'achève notre édition, donc consacrée à Meknès et sa région. J'espère que cette mise en bouche vous aura donné envie de venir visiter cette partie du Maroc où s'exprime vraiment le patrimoine sous de multiples facettes. Nous, on se retrouve prochainement dans de nouveaux épisodes de Terre de Splendeur. D'ici là, je vous souhaite bonne route. Bye bye!